Immersion totale pendant ces 52 minutes au Gabon sur la route de Libreville. Voilà le titre du documentaire que nous rapporte notre ami Christian Mambou, journaliste à Télé Sud, qui est avec nous sur le plateau, ainsi que nos deux invités que nous allons recevoir ensemble. Je vais commencer par vous, monsieur Innocent Tsuka. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes expert en infrastructure. Merci d'être présent dans cette émission. À vos côtés, monsieur José Ménévert. Bonjour monsieur. Bonjour Lady. Consultant en projet de développement, nous comptons sur vous deux, messieurs gabonais, de pouvoir nous aider à comprendre au-delà de ce que Christian Mambou nous a ramené. Bonjour Christian. Bonjour Lady. Alors, ce voyage ce voyage, c'était un peu une immersion donc, sur les routes de Libreville. Voilà, aux côtés des taximans, des clients, de la police. Voilà, une expérience enrichissante, on va dire. Plutôt que d'en parler et faire durer le suspense, je vous propose, messieurs, si vous êtes d'accord, de découvrir ensemble ce qui suit sur la route de Libreville. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à Libreville, une ville en pleine mutation et en perpétuel mouvement. Tout bouge, tout le monde bouge. Et pour se rendre d'un point à un autre, les Librevillois, dans leur majorité, prennent les transports en commun. Sur la route de Libreville, je vous propose un tour dans le monde des taxis et des bus, où klaxonner reste la meilleure façon de se faire entendre. Libreville se réveille. Comme chaque jour, chacun va vaquer à ses occupations. Et comme toujours, les Librevillois vont se ruer vers les transports en commun. Les taxis restent le moyen de transport le plus utilisé. On les reconnaît facilement. Les véhicules rouges et blancs dépendent de la capitale et les violets et blancs d'Ovendo, la ville jumelle. Sur la route, les taxis et taxibus semblent plus nombreux. Pourtant, prendre le transport en commun peut parfois relever du parcours du combattant. Est-ce que sur cette distance, vous arrivez facilement à avoir un taxi ? Non, je vais dire, des fois vous pouvez mettre 1 heure à attendre un taxi, ça arrive, 2 heures, surtout le matin. Là on peut attendre 30 minutes à 1 heure, 30 minutes à 1 heure, donc ce n'est pas accessible. Pour avoir un taxi à Libreville, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Le temps de l'usager n'est pas celui du chauffeur et le trajet du client dépend souvent des calculs du conducteur. Plus la destination est longue et moins le client a de chances d'y être transporté directement. Il lui faut faire du saucissonnage. Dans le jargon local, cela veut dire découper un long parcours en petits trajets. C'est l'une des conditions pour être certain de ne pas s'éterniser à l'arrêt. Cela signifie prendre plusieurs correspondances et perdre à nouveau du temps entre 2 taxis. Tant pis pour l'heure d'arrivée au bureau ou à l'école. C'est pas facile du tout. Là, je suis obligé de prendre d'abord université et ensuite je vais reprendre un autre plan d'eau qui va me laisser directement à l'école. La segmentation du trajet seul ne garantit pas automatiquement une place à bord d'un taxi. Il faut aussi miser. La mise est le montant que le client propose au conducteur pour une course. Et il faut très souvent miser, 2 fois à des sommes exorbitantes. Chaque transport a son prix et non seulement ça, les conducteurs sont très capricieux. Le déséquilibre entre une demande énorme et une offre faible fait envoler le prix de la course. Les premiers à être servis sont ceux qui font une proposition jugée intéressante par le chauffeur. On est vraiment à la merci de l'humeur de nos taximans, nos transporteurs. Des chauffeurs de taxi qui n'en font qu'à leur tête et prennent les usagers en otage. Le portrait ne semble plaire ni aux concernés, ni à leurs représentants syndicalistes. Les clients disent par exemple que vous augmentez les prix comme vous voulez. Non. Que vous êtes capricieux. Non, on n'augmente pas le prix. Vous savez, c'est partout, hein. Il y a des fois, les clients qui sortent de chez toi avec tes problèmes, tu viens, tu commences à insulter le chauffeur avec tes humeurs. Donc, on n'augmente pas le prix. Non, moi, je ne crois pas que le prix, c'est cher.
Comment vous expliquez que les gens disent que c'est quand même cher? Non, non, non. Faut pas suivre les on-dit. Et ça, c'est pas bon. On dit là, on a dit. Ça, c'est pas bon. La question sur les tarifs aléatoires fait grincer des dents du côté des transporteurs. La course ne serait pas si élevée que le prétendent les clients. Elle correspond simplement au coût actuel de la vie dans une capitale comme Libreville. Le transport ne saurait être gratuit compte tenu des charges liées à l'activité. Il y a par exemple la patente, la taxe municipale, l'assurance, autant de frais qui d'année en année ne cessent d'augmenter. Et le contexte international avec la baisse du prix du baril de pétrole fait du Gabon, pays producteur de pétrole, un vrai paradoxe. Dans ce pays, le carburant, depuis 1976, il y a eu 7 augmentations du prix du carburant, quand le prix du transport, lui, est resté le même. Pas d'augmentation du prix du transport sur le papier. Le syndicaliste admet toutefois que dans les faits, les taxis ont suivi la courbe du carburant. Officiellement, les prix n'ont pas augmenté, mais officieusement, les prix ont augmenté par le phénomène du saucissonnage. Parce que comme l'État veut maintenir les prix, les transporteurs, ils ont trouvé un mécanisme de compensation qui est le saucissonnage. On a l'impression que ça vous arrange aussi quelque part, puisque vous acceptez le plus offrant, c'est-à-dire c'est celui qui met une mise plus importante que vous prenez. Écoutez, dans le transport, donc, ce qui fait que vous contribuez un peu à ça. Oui, bon, on contribue, mais de manière involontaire. La route de Libreville et son environnement ressemblent à une jungle où chacun fait ce qui lui plaît. Pourtant, contrairement aux apparences, cet univers est régi par des règles et des lois. Il dépend en partie du ministère des Transports. Sa direction générale met en exécution les programmes définis par le gouvernement. Dans ses archives, un arrêté datant de plus d'une trentaine d'années rappelle que le prix du transport est à 100 francs CFA à Libreville et à 75 francs pour des trajets en dehors de la capitale. Des prix bloqués depuis février 1976. À l'époque, le kilomètre revenait à 25 francs CFA. Dans la petite Libreville, la plus grande distance pour les transporteurs était de 4 km. Ces prix, pour les changer, nous devons être en collaboration avec d'autres administrations telles que le ministère de l'économie, en fonction des nouvelles routes, en fonction des routes bitumées, en fonction des routes non bitumées. Donc les prix dépendent de différents tronçons. Mais pour augmenter, il faut s'asseoir avec les autres administrations. Le temps de l'administration n'est pas celui des transporteurs qui demandent une baisse de leurs charges. Ils demandent aussi au gouvernement de prendre ses responsabilités en augmentant officiellement le prix du transport. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que les taxis sont hors la loi ou vous comprenez quand même? Nous comprenons. On ne peut pas dire qu'ils sont hors la loi, mais nous comprenons. Les usagers, de leur côté, se sentent incompris et encore moins entendus par les autorités. Se déplacer à Libreville a un coût que les populations supportent de plus en plus mal. Mais c'est trop cher, parce qu'un Gabonais qui doit dépenser 300 francs, aller-retour, ça fait 600. Mais combien on gagne? Quel est notre salaire de base qui nous permet à nous de pouvoir dépenser autant d'argent pour un transport qui peut nous coûter 100 francs? Que les transports ne sont pas accessibles à tout le monde, que ce soit de courte distance ou de longue distance. Ça doit peser entre les coûts que les parents doivent dépenser pour m'envoyer à l'école et les coûts de transport, les frais de transport. À la fin, et encore, disons que je ne suis pas le seul. Une bonne partie de notre rémunération, de ce que nous gagnons, va vraiment dans le transport. Lorsque le prix du transport s'envole, les usagers peuvent toujours se rabattre sur la Sogatra, la société gabonaise des transports. Sa mission régalienne est de transporter un maximum de personnes dans les meilleures conditions, tout en assurant leur sécurité. Et depuis plus de 30 ans, le ticket de bus Sogatra coûte 100 francs CFA, soit 15 centimes d'euros. Un montant à la portée de toutes les bourses. Pourquoi vous prenez les bus de la Sogatra? Puisqu'il n'y a pas, nous les autres, il n'y a pas assez les moyens. Ça, c'est les moins prix. Mais les taxis bis, il n'y a pas 300, pas 400. Nous, les pauvres, on va voir comment. Et vous le prenez combien de fois par jour, vous? Tel que là, je fais une longue distance, j'ai 300. Ça va me permettre d'aller et retour.
Avec ce type de calcul, certains Librevillois ont vite jeté leur dévolu sur la Sogatra. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même beaucoup de queues. On a l'impression que c'est difficile de prendre un bus Sogatra, qu'il faut parfois attendre très très longtemps. Non, mais c'est par vague. Vous avez vu maintenant, il n'y a plus d'influence. C'est-à-dire que tout le monde est parti au boulot. Là, on fait le suivi. Et tu perds quand même du temps en route, toi qui es élève. Tant mieux, mieux perdre du temps et d'arriver. Plus dépenser et après tu vas te trouver fauché, tu vas marcher, tu vas trotter de Venus qu'ici. Donc je préfère perdre du temps et arriver à l'école en fait. Les files d'attente s'expliquent aussi par une forte demande que l'offre actuelle de la Sogatra ne peut pas encore satisfaire. Pourtant, en 2013, le transporteur gabonais a renforcé son parc avec une commande de près de 90 bus auprès de la société brésilienne Marco Polo. Des bus adaptés au climat du Gabon et à son environnement. Aujourd'hui, la Sogatra possède environ 130 bus. Libreville, à lui seul, nécessite l'acquisition de 300 à 350 bus, minimum. D'ici à la fin de l'année, le gouvernement gabonais devrait passer commande de nouveaux bus. La direction générale espère atteindre le seuil de 350 bus avant 2017. En attendant, l'entreprise continue de remplir son rôle social, une mission qui a un coût et ne met pas la Sogatra à l'abri du déficit budgétaire. Le prix qui nous permet d'équilibrer nos comptes, c'est 659 francs CFA. Ça veut dire que si Sogatra, si l'État se désengage, si on laisse la plénitude de la gestion à Sogatra, Sogatra vendra le ticket à 659 francs CFA. Un ticket de bus Sogatra à 659 francs CFA au lieu de 100 francs, personne n'ose imaginer un tel scénario en période de crise. La société bénéficie de subventions de la part de l'État gabonais. Mais celles-ci ne suffisent pas toujours. Pour équilibrer les comptes, la Sogatra a mis en place une régie publicitaire. C'est à elle que l'on doit les publicités sur les bus. Si l'entreprise ne communique pas sur son chiffre d'affaires, pour un annonceur, cette exposition itinérante est un moyen efficace pour toucher le maximum de Librevillois. La Sogatra a lancé une nouvelle opération commerciale l'année dernière. Les taxis-compteurs, une véritable innovation en Afrique subsaharienne et pour un pays où les habitants sont habitués à négocier la course. Avec ces voitures, point de négociation et encore moins de social. L'entreprise veut tirer un maximum de bénéfices des 100 taxis stationnés devant les hôtels, les centres commerciaux, l'aéroport et d'autres points stratégiques de la ville. Avec ces taxis blancs, la Sogatra veut apporter une certaine marque à la destination Gabon. Tout est dans l'image, avec des chauffeurs tirés à 4 épingles et dont les tenues feraient presque penser à des salariés de pays anglo-saxons. Tout est fait pour se démarquer des taxis traditionnels. Est-ce qu'il y a une formation pour être chauffeur de la Sogatra? Si oui, laquelle? Oui, on a passé une formation. Ouais, une formation très dure. Hein? Parce que tu ne peux pas conduire Sogatra si tu n'es pas apte. La formation que Sogatra nous a apportée, vraiment, moi personnellement, je me réjouis. Aujourd'hui, je suis chauffeur de taxi-compteur, j'ai une conduite rationnelle, je ne conduis plus sans respect. Parce qu'avec les taxis ordinaires, là, eux, ils conduisent sans respect. Nous vendons un produit et il faudrait que ce produit soit apprécié de tous. Un client de perdu, c'est moins peut-être une famille de perdus. Parce que derrière un client, il y a des familles qui sont derrière. Fini donc le manque de courtoisie de certains chauffeurs, assure la direction. Elle met en avant les nombreuses caméras de surveillance dont les véhicules sont équipés. Il y a aussi un numéro où les clients peuvent se plaindre du mauvais comportement d'un chauffeur. Courtoisie, confort, sécurité. La Sogatra développe son argumentaire afin que ces taxis-compteurs se fassent une place dans le paysage urbain. Pourtant, ces nouveaux venus, que certains comparent à des taxis de luxe, souffrent déjà d'une mauvaise réputation. À 300 francs le kilomètre, le taxi Sogatra coûterait cher. C'est pas, nous tous, on n'a pas la possibilité de prendre un taxi-compteur. C'est vrai que quand le moyen de transport est arrivé, nous nous sommes dit, voilà, c'est avantageux pour nous, mais aujourd'hui, pas forcément. Est-ce que vous avez l'habitude de prendre les compteurs Sogatra, taxi? Bon, je ne les prends pas souvent, mais tout dépend de là où vous alliez. Et le taxi-compteur n'est pas aussi cher que ça, mais si vous êtes en famille, l'idéal est de prendre un taxi-compteur. Le taxi-compteur n'est pas, comme on le pense, cher. C'est la première idée reçue des populations, c'est cher. D'où c'est pas du tout cher à comparer au taxi classique.
à quelques distances identiques, la différence peut être de 100 francs ou 200 francs. Il y a une sécurité, il y a du confort, tu peux laisser, par exemple, le portable peut rester, tu dois retrouver même portefeuille, tout ça, parce que tout est contrôlé. Tout n'est pas vraiment sous contrôle. En pleine phase expérimentale, il est assez tôt pour faire un bilan, mais déjà quelques dysfonctionnements apparaissent, comme avec le centre d'appel. Certains clients qui commandent un taxi ne l'ont pas toujours aussitôt. D'autres ont attendu en vain. Transporteurs publics et privés ont en commun de subir les inconvénients des embouteillages. Aux heures de pointe, il devient difficile de circuler sur certaines artères. Les véhicules tournent au ralenti. Les chauffeurs de taxis privés, pour qui le temps c'est de l'argent, préfèrent éviter certains endroits de la capitale. Mais souvent, c'est peine perdue. Quand vous êtes chauffeur de taxi ici à Libreville, vous évitez une voie. Sachez déjà que si c'est à cause d'un bouchon, vous n'êtes pas la seule personne à penser comme ça. Vous êtes plusieurs. Donc dites-vous que si vous évitez cette voie-là à cause du bouchon, vous allez toujours trouver des véhicules là-bas. Tout le monde veut s'en sortir. Personne n'a envie de rester dans un bouchon. Les embouteillages restent liés à l'histoire de la ville, à son développement et à sa démographie galopante. Avec l'exode rural, la capitale compte environ 50% de la population totale du pays. Et depuis l'indépendance du Gabon, jusqu'en 2009, Libreville a importé plus de véhicules qu'il n'y a eu de routes construites. Depuis 2009, il y a 634 km de routes qui ont été bitumées, que ce soit à l'intérieur du Gabon ou au niveau de Libreville. Créée en 2010, l'Agence nationale des grands travaux synchronise tous les travaux d'infrastructure du gouvernement gabonais. En tant que maître d'ouvrage délégué, elle supervise entre autres la construction des routes. Elle envisage d'ici à 2016 de livrer au ministère des Infrastructures environ 770 km supplémentaires de routes bitumées sur tout le territoire. Il y a des nouveaux projets routiers qui sont en route, comme le contournement de l'aéroport qui va se faire. Il y a le PK5, PK12 qui a commencé. Il y a le contournement de la grande ceinture de Libreville. Donc ce sont des nouvelles routes qui sont en 2015 des projets prioritaires. Parmi ces projets, il y a le contournement du bord de mer en reliant directement le quartier de la Montagne Sainte au boulevard Triomphal. Cela permettrait de regagner plus rapidement le centre-ville et d'en ressortir plus facilement. Pour ce nouveau tracé, il a fallu trancher dans la zone 2 de la Montagne Sainte. Destruction des habitations, déplacement des populations. Nous rencontrons le chef de secteur de la zone 2. Il y vit depuis 30 ans et voit son quartier changer. C'est bien, c'est le développement qu'on veut dans le quartier. Déjà, si la route déjà passe là, que les voitures passent, et vu le développement qu'on veut dans le pays, eh bien c'est bon, c'est bénéfique pour tout le monde. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a cassé ça, hein, je suis désolé, on a cassé ça depuis. Mais jusqu'alors, les habitants du quartier déplorent pourquoi jusqu'aujourd'hui, rien ne s'est fait et tout, parce que je ne sais pas. Parfois, ce qu'on peut vous reprocher, c'est que les travaux sont lancés et puis après, il n'y a plus rien. Il y a eu le tracé, mais ça s'est arrêté là. Il n'y a pas de projets qui sont arrêtés. Peut-être que ça peut être ralenti parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir un ralentissement parce que c'est des contrats qui sont en cours, il y a des choses qu'il faut peut-être modifier. Mais dire que les travaux sont totalement arrêtés, je ne pense pas. Surtout au niveau des routes, à partir du moment où les chantiers sont lancés, ils y vont et on essaie de les finir au maximum. La livraison d'une route n'est pas une fin en soi. Il y a aussi son entretien. Et dans cette région équatoriale, chaude et humide, le bitume nécessite toutes les attentions. Sinon, avec le temps et l'usure, la route se dégrade. La dégradation de la route peut aussi être due à différents travaux, comme ici au quartier Petit Paris. Une tranchée a été creusée au milieu de la voie sur une longue distance afin d'y enterrer des câbles. Il y a un temps, ils ont commencé le travaux, comme ça se passe, comme ça va accélérer. Et il y a un temps encore, ils sont arrêtés et tout. Mais maintenant, on attend aussi comment ça va se reprendre. Cela fait 3 mois que les riverains espèrent que l'entreprise à l'origine de ces travaux revienne achever correctement son ouvrage. En attendant, les véhicules circulent tant bien que mal. Les conducteurs sont contraints de jouer les équilibristes sur leurs 4 roues. Cette situation a des conséquences sur la fluidité de la circulation et la sécurité des habitants. Ça gaspille les véhicules, les personnes. Surtout les lundis, les jours ouvrables, vraiment ça cause des embouteillages.
Depuis quand on est là, nous, depuis le trou là que c'est décidé comme ça, nous on voit beaucoup d'accidents ici. Certains accidents traumatisent à jamais les riverains. C'est le cas ce 15 novembre 2014. Un conteneur mal attaché se détache du camion pour s'écraser contre un taxibus. En cause, la vitesse, l'exiguïté de la route, mais aussi un trou dans la chaussée. Lorsque la roue du camion rebondit à l'intérieur, la forte secousse fait basculer le conteneur. Bilan, de nombreuses familles endeuillées. Selon les statistiques de la Direction générale de la sécurité routière, entre 2008 et 2013, il y a eu environ 16 700 accidents. 985 personnes ont été tuées et 5 787 blessées. Pas de circulation sans la police. Elle veille à la facilitation du trafic. Dépositaires de l'autorité, les agents font appliquer la réglementation en matière de sécurité routière. Leur présence seule permet d'éviter l'anarchie sur la route où la courtoisie n'est pas le maître mot. Chaque jour, près de 500 agents permettent aux usagers de se rendre librement à leurs occupations. La police est déployée sur la majorité des grands axes et carrefours. Le travail, tantôt sous la pluie, tantôt sous un soleil de plomb, peut devenir contraignant et pénible. Peu importe pour ces hommes et femmes qui affirment remplir simplement leur mission. Pourtant, malgré tout, la police gabonaise n'a pas bonne presse sur la voie publique. Et les relations avec les chauffeurs de bus et taxis sont rarement bonnes à cause du phénomène du racket. Le chauffeur de taxi que nous filmons en caméra cachée vient d'être contrôlé par un policier. De loin, nous avons suivi son échange avec ce dernier. Après quelques palabres, il a discrètement glissé un billet à l'agent de police qui, en retour, lui a restitué ses papiers et ceux de son véhicule. Nous l'abordons pour entamer une discussion que nous enregistrons à son insu. Et que beaucoup de chauffeurs de taxi nous parlent du racket de la police. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mauvais, c'est la vérité. Ce qu'ils ont parlé, c'est la vérité. Donc, tu vois ça? Il venait tout de suite, il m'a fait arrêter. Oui. Il m'a fait arrêter pour ne rien comme ça au fait. Avec la police, on a des difficultés, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Mais vous n'avez pas de papiers? Mais les papiers n'ont rien à voir là-dedans. Des fois même, vous avez tous les papiers, mais il y a toujours quelque chose qu'il va te demander, qu'il sait que tu n'auras pas forcément, et il va falloir que tu mouilles le képi du chef, comme on appelle au quotidien ici. Et donc là, si vous allez au commissariat, c'est beaucoup plus cher pour retirer la voiture? C'est beaucoup plus cher. Donc vous préférez payer là? Bon, on ne préfère pas payer là, mais on préfère discuter avec eux s'ils ont une pitié de nous. S'ils arrivent à nous comprendre, tant mieux. Quand vous désignez un policier à sa hiérarchie, qu'est-ce qui se passe? Les sanctions sont prises. Honnêtement, que ce soit à la gendarmerie ou à la police, quand nous avons le nom, et ça c'est un conseil qui nous a été donné par la hiérarchie de la police et la gendarmerie, si nous savons un gendarme ou un policier qui déconne, qu'on cherche à savoir son nom, on amène et puis prend des sanctions. Les syndicats des transporteurs disent que si vous avez un problème avec les policiers, il faut aller les signaler. Pourquoi vous ne le faites pas? C'est un peu compliqué, hein? Puisque si c'était le cas, ce genre de phénomène-là, ça devait finir depuis un bon bout de temps. Si les syndicalistes essaient de nous aider, je pense bien que bon, ça ne pouvait pas continuer. Mais vous n'avez jamais essayé de dénoncer? Quand une personne te dit va te prendre où tu veux, tu fais comment? Ah bon? Oui, mais tu es obligé de te plier à ces règles. Hasard du calendrier, au moment où nous tournons ces images, le président du Gabon reçoit au palais de bord de mer pour la traditionnelle cérémonie des vœux les forces de police et de gendarmerie en compagnie de leurs ministres. Des rapports sur cette pratique sont remontés à la présidence. Il me revient que de manière récurrente, certains policiers engagés dans les opérations de régulation et de contrôle de la sécurité, de la circulation, continuent leur basse besogne de raquettes auprès des populations civiles. Cette pratique d'un outrage est décriée par toute la communauté nationale et internationale doit cesser, et doit cesser impérativement. Et je rends particulièrement responsable les autorités du ministère de l'Intérieur ainsi que le commandement en chef des forces de police nationale des dérives qui ternissent l'image de notre beau pays.
Le racket sur la voie publique n'est plus un sujet tabou. Tout le monde le sait, tout le monde en subit les conséquences. Et si pour des raisons propres au fonctionnement de son ministère, le patron de la police gabonaise ne s'exprime pas à notre micro, il accepte toutefois de nous recevoir. Le général Julien Nzaba Paga nous rappelle en compagnie de son adjoint que cette pratique est le fait d'une minorité et que les policiers dans leur grande majorité restent attachés aux valeurs de la République. Ils sont effectivement au service et à la protection des populations. Combattre le racket figure parmi ses priorités. Cela passe par exemple par une meilleure formation des nouvelles recrues et des officiers, ce en collaboration avec l'inspection générale. Il compte également construire de nouveaux relais pour rendre la police plus performante. Et pourquoi pas prendre les policiers racketteurs à leur propre jeu. Sur ce point, les deux généraux ne nous en diront pas plus. Peut-être entendrons-nous parler un jour de policiers se faisant passer pour des chauffeurs de taxi, prendre la main dans le sac des collègues racketteurs. La nuit tombe sur la capitale gabonaise. Encore une journée qui s'achève. Sur le bord des routes, toujours le même monde en quête d'un taxi. Cette fois pour faire le chemin inverse. Boulot, maison et surtout dodo. Le repos, rien de tel après une journée chaude et harassante. La spécificité des transports a une part dans cette fatigue quotidienne. La route de Libreville est une immense voie où se croisent des milliers de vies dans le ronronnement des moteurs et l'odeur du fioul. Cette vie grouillante prend fin tard dans la nuit pour reprendre le lendemain aux premières heures de la matinée. Retour plateau, merci d'être restés en notre compagnie. Nous allons donc revenir sur ces images. Messieurs, je vous laisse prendre la parole. C'est un bon reportage qui montre la réalité de ce que vivent nos populations dans la capitale du Gabon. Ce n'est pas un fait nouveau puisque c'est des faits qui sont visibles dans beaucoup de capitales africaines. Avec des conséquences qui, ma foi, ne plaisent pas toujours aux populations. C'est lié à beaucoup de problèmes de planification, de problèmes d'assainissement, de problèmes économiques également. Ce que je peux dire au regard de ce reportage, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup à faire au niveau des administrations. Il faut certainement revoir les politiques d'assainissement de la ville parce que, comme vous avez pu le constater, il y a eu une démographie galopante qui n'a pas tenu compte des infrastructures existantes. Il y a un développement de la ville économique aussi qui fait que, si vous avez remarqué dans le reportage, la dame a dit que le développement des infrastructures n'a pas suivi le développement économique. Aujourd'hui, quand vous allez à Libreville, moi, j'ai passé 6 mois, je suis revenu en décembre. Il y a beaucoup de voitures. On reviendra sur ces aspects-là pour entendre l'expert en infrastructure que vous êtes. Je voudrais vous laisser la parole. Consultant projet de développement, déjà l'avis du citoyen gabonais que vous êtes et puis au-delà, bien sûr. L'avis du citoyen, je vais reprendre un peu ce qu'a dit un des interviewés. Il a dit c'est pas facile du tout. Et je l'ai noté, vraiment. On a là un constat, c'est que le marché est spéculatif. Il y a les termes de jungle qui ont été employés, de capricieux, d'anarchie. C'est le libéralisme sauvage. Pour moi, c'est désolant. C'est un constat qu'on n'a pas besoin d'être expert pour le faire. Mais par-delà les aspects transport, ce reportage de Christian Mambou, et je pense que vous l'avez fait avec Junior Ngoma, ce que j'ai vu là, est un diagnostic qui peut servir aux techniciens parce qu'il est visuel.
il est quasi exhaustif, hein, je tiens à le dire. Il a abordé tous les sujets en matière d'ingénierie urbaine. Il y avait les aspects urbanistiques. Quand on regarde l'image, cette ville où grouillent les gens, la débrouillardise, les bidonvilles, ces transports quasi anarchiques. Les transports, certes, mais dans les transports, vous avez presque tout traité, la construction, les aspects construction des nouvelles voiries, les aspects entretien. Mais il y a aussi l'incivilité que vous avez mis en évidence, la corruption, le racket, l'économie, le pouvoir d'achat des citoyens. Et puis il y a l'aspect purement gouvernance. Parce qu'après tout, la politique est là pour organiser la vie dans la police, c'est-à-dire la cité. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Avant que d'aller de l'avant, j'aimerais bien vous demander comment avez-vous réussi à vous fondre dans la population? Est-ce que vous pouvez filmer sans difficulté? Il est de notoriété publique que quand on va filmer en Afrique, en tout cas au moins dans la sous-région, on ne peut pas sortir sa caméra, son appareil photo comme on le voudrait. Et là, vous avez pu établir difficilement, facilement le contact avec les populations? Alors je dirais facilement. Il suffisait de sortir la caméra, d'expliquer aux gens pourquoi on était là. Et les gens, je pense qu'ils avaient des choses à dire. Et donc à ce moment, les gens commençaient à parler. Et que ce soit les chauffeurs de taxi, que ce soit les clients, tout le monde avait vraiment quelque chose à dire. Que leur avez-vous expliqué d'ailleurs? Est-ce qu'on vient là faire un diagnostic de terrain, de spécialistes? On vient là dire que tout va bien? Que leur avez-vous dit? Non, simplement qu'on s'intéressait à leur quotidien. C'est-à-dire qu'on a commencé par les clients. Et quand les clients nous parlent, on se rend compte qu'il y a quand même certaines plaintes. Et ces plaintes-là, après, on va voir les chauffeurs de taxi en disant « mais on dit que vous êtes capricieux ». Quand on va voir les syndicalistes, ils nous ouvrent grand les portes. Quand on va voir la police quand on va voir la police, c'est un peu particulier parce que la police, on l'a filmé en 2 étapes. Il y a eu la partie caméra cachée parce que voilà, donc on se mettait au coin sur une avenue et puis on filmait. Et l'autre partie, donc les images, on voit la police. Il a fallu quand même une certaine autorisation que nous a donné donc le commandement en chef de la police un peu plus tard, bien sûr. Car il faut une autorisation pour filmer sur la voie publique. Filmer des policiers qui travaillent, oui, il faut toujours une autorisation parce que là, on rentre quand même dans un ministère qui est régi par beaucoup de règles aussi, je dirais, une grande pesanteur administrative. Donc, voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Nous vous souhaitons de continuer à avoir bonne presse auprès de la police parce que vous disiez que la police n'avait pas bonne presse auprès des taximans. Oui, auprès des taximans, ce qui est une réalité. C'est vrai, quand vous parlez de la police à un taximan, c'est comme si vous l'avez insulté, quoi. Donc, il vaut mieux lui parler d'argent ou d'autre chose, parce que ça a quand même une incidence aussi, ce phénomène-là, sur leurs recettes à eux. Quand vous avez un chauffeur de taxi qui doit, par exemple, mouiller le képi de plusieurs chefs, ça fait aussi plusieurs CFA, quoi, plusieurs billets de CFA. Ouais. Mais après, il faut quand même insister que, par exemple, dans l'extrait que nous avons pris du président Bongo, sur son discours, le long terme de son discours, il rend quand même hommage. Il rend hommage à la police gabonaise qui travaille. Nous, on a juste pris ce petit morceau du train qui arrive en retard, mais il faut rendre aussi hommage à ces policiers, à ces femmes, à ces hommes qui sont sur le terrain, qui n'ont aucun rapport avec ça, quoi, avec le racket. Voilà. Alors, ce qu'il faut préciser, messieurs, c'est que la question du transport n'est pas quelque chose comme cela à l'extérieur de la vie des gens. Il y a de la vie sociale, il y a des étudiants, il y a des femmes qui font les courses. Il y a une réalité existentielle et peut-être faut-il ramener aussi la discussion sur cet aspect-là, le quotidien des usagers. Je ne comprends pas votre question, madame. Les usagers sont ceux qui, donc, comme l'indique le nom, font usage des transports en commun. Est-ce que, lorsque les spécialistes, les techniciens et que les sachants mettent en place des mesures pour pouvoir, les politiques publiques, pour pouvoir améliorer la situation, la réalité de ces usagers est-elle prise en compte? On va par exemple prendre le cas de cette nouvelle proposition de transport bien comme il faut avec un compteur, sauf que tout le monde n'a pas nécessairement les moyens d'avoir accès à cela, par exemple. Lydie, j'ai passé 5 mois en 2012 et 2013 à Libreville. J'étais parti pour une mission que j'ai réalisée dans un cadre formel pendant 4 mois. Là, vous avez toutes les conditions. Et puis le dernier mois, je me suis mis dans la peau du citoyen, où je prenais le taxi-bus, le petit taxi. Je faisais des correspondances d'un quartier à un autre. Ma mère a une maison à Vorbam où elle m'avait fait une petite place. Et puis elle-même, elle habite
à Cité Pompidou, Plénoretti. Alors pour la voir, je vous assure que c'était une expérience enrichissante que je voulais faire pour vivre cette vie des citoyens. Et là, on voit quelque chose. Quand il pleut, il n'y a pas d'abribus, par exemple. Et donc les mêmes souffrent pendant la pluie. Et quand il fait chaud, certains transportent le parapluie. Quand vous montez dans un taxi, vous êtes déjà serré derrière, mais ils arrivent même encore à surcharger un peu devant. Ils montent avec son parapluie. Et ça, le matin, vous voyez vraiment le désespoir des étudiants qui vont à l'école. Vous sentez, vous parliez de l'incivilité, l'agressivité, les klaxons. En fait, tout le monde, au final, est tendu parce que qui arrivera, comme vous l'avez dit, Monsieur Mambou, on arrivera au boulot à quelle heure? Par moment, pour faire certains tronçons de 2-3 km, je prends là où j'habitais, enfin dans le cadre professionnel, à Lalala, au Carrefour, pour arriver à Glace, on a quoi, 2 km ou 3? Il y a des jours où on mettait 30 minutes, d'autres 2 heures. Ça dépend des horaires. Et de ma fenêtre, quand je me levais tôt au Carrefour de Lalala, vous voyez la vie qui grouille. Vraiment, c'est la débrouillardise, c'est la souffrance. La souffrance, donc, la question, je vous la retourne désormais, vous l'avez mieux comprise. Est-ce que pour pouvoir mettre en place des solutions, ne faut-il pas associer la réalité des usagers, de toute façon? Moi, je pense que lorsque les administrations mettent en place des politiques pour pouvoir désengorger les transports, je pense qu'ils prennent en compte tous les paramètres liés à l'assainissement, à l'organisation et à la planification de ces infrastructures. Le problème est beaucoup plus complexe que cela. Pour abonder son sens, je vous raconte une anecdote. Je suis arrivé l'année dernière à Libreville, en juillet. J'avais une voiture de location. Donc la veille, j'ai eu un souci, j'ai laissé le véhicule juste à côté chez un garagiste. Et je dis, tiens, il y a du taxi, je vais le faire comme tout le monde. Je sors de chez moi, je suis en Zéaillon, je dois aller au centre-ville. Et à 8 h, je sors pour prendre le taxi. Comme a dit le petit lors du reportage, je passais 1 heure. Après 1 heure, j'en avais tellement marre que j'ai fait demi-tour. Et arrivé chez moi, j'ai appelé pour dire non, je ne peux pas parce qu'il y a un problème de transport. Donc, c'est un phénomène récurrent, il est permanent, complexe à résoudre parce qu'il faut prendre en compte tous les aspects. Tout à l'heure, j'ai discuté avec mon collègue ici présent des politiques qui ont été mises en place par le gouvernement pour pouvoir résorber ce problème-là. Donc, l'État a décidé à un moment de pouvoir élargir les chaussées. Et pour élargir, il fallait casser. Premier problème, c'est que c'est déjà un combat avec les populations, qui pourtant savent pertinemment que ces politiques sont faites pour pouvoir faciliter et réguler la circulation. Donc il faut casser, il faut indemniser. C'est un coût important parce que ce coût peut également servir pour pouvoir investir dans d'autres routes, dans d'autres voiries au sein de la ville. Et donc, à problème global, il faut une solution globale. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ça n'est pas propre au Gabon, ce que vous avez constaté sur le terrain. Christian Mambou, vous voyagez ça et là. Les difficultés, on va prendre là, cette fois-ci, non pas les usagers, mais des transporteurs, des taximens, ceux qui ne sont pas dans la nouvelle formule, le taxi au compteur. Il y a toujours quelque chose qu'on leur demande, des papiers à rapporter pour se constituer, pour être dans la légalité en quelque sorte. Une certaine lassitude se dégage. Comment l'avez-vous ressenti vous-même ? Dans la lassitude, il y a la révolte aussi, parce que quand on demande le certificat, je ne sais pas si on a le droit de demander un certificat médical, vaccination, ainsi de suite. Enfin, ça, je ne sais pas, parce que je ne crois pas que le chauffeur y morde. Ouais. Mais bon, il y a par exemple ce genre d'exemple, mais en fait, il se trouve à ce moment démuni avec quelqu'un qui fait abus de son autorité, Et le problème, c'est que aujourd'hui, par exemple, la plupart des polices au niveau de l'Afrique, je généralise, les polices africaines, elles sont perçues comme étant des institutions au service du pouvoir en place, alors que ça devrait être le contraire, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des institutions au service de la population. Donc, en plus, c'est des institutions qui communiquent très, très difficilement, qui sont très, très fermées. Et donc, quand il y a ce rapport
avec les chauffeurs, des gens qui sont sur la route, on a parlé donc des klaxons, parce que c'est un univers qui est très, très stressant. Moi, je me rappelle le premier jour, on a passé des heures et des heures avec un taxi donc, à tourner. Et la nuit, j'ai rêvé que j'étais en train de tourner dans la ville avec les klaxons. Donc, quand on a ça, des gens qui travaillent et que d'autres peuvent, avec un simple sifflet, essayer un peu de prendre quelques sous, c'est vrai que ces rapports ne sont pas bons. Et c'est vrai qu'à ce moment, on a tendance à oublier qu'il y a une autre police qui existe, qu'il y a une autre institution, il y a une autre valeur de l'uniforme qui existe. Alors, il n'y a pas que la dimension de la police qui prendrait quelque chose. Il y a la réalité, ce sont des petits opérateurs économiques parfois qui essayent tant bien que mal de rentrer dans le tissu social, d'exercer un métier. Ils ont la formation qu'ils peuvent, ils ont au moins le permis de conduire en tout cas. Mais les contraintes, quand il faut constituer un dossier, c'est peut-être décourageant. Oui, parce que, d'ailleurs, avant d'expliquer ça, j'admire la résilience des Africains en général, parce que par mon métier, pareil, j'ai voyagé dans beaucoup de pays africains, que vous allez au Togo, au Bénin, même au Sénégal, vous retrouvez un peu les mêmes problèmes, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Il y a une forte résilience de l'urbain africain. C'est quelqu'un vraiment qui se bat. Et je me demande où est-ce qu'il tire tous les matins cette énergie. Parce qu'ils sont dans la jungle, peut-être. Oui, parce qu'ils sont... Non, mais ils n'ont pas autre chose. Enfin, ils n'ont pas le choix. Ils doivent survivre. Mais c'est quand même très usant. Et ça expliquerait cette violence qui se retrouve après l'alcoolisme, certaines déviances. Bon, quand on sort de ce niveau, de ceux qui subissent, vous entrez maintenant dans la catégorie de ceux qui veulent s'en sortir, qui ont des idées. Il y a des gens très créatifs en Afrique. Ils sont confrontés, là, au mur de la pesanteur administrative. Et tout ça, en fait, m'amène à faire une réflexion plus globale, puisque mon collègue ici a parlé à problème global, il faut une solution globale. C'est que quelque part aussi, les États africains traînent des boulets liés à la manière dont ils sont nés. Si on prend les pays européens, on dit que la nation a précédé l'État, c'est-à-dire que les gens unis, se comprenant, ayant des valeurs communes, ont mis en place l'État, c'est-à-dire le côté administratif qui va organiser leur vie. En Afrique, c'est le contraire. On a créé des frontières artificielles et puis on a décrété un État artificiel. Et après, aujourd'hui, on se dit comment ces gens vont essayer de bâtir maintenant une nation, donc à l'envers. Et quand vous allez en matière d'organisation, vous retrouvez un peu la même chose. Chacun essaie de tirer son épingle du jeu comme il peut. Et à la limite, ceux qui devraient résoudre ces problèmes se contentent d'y trouver des niches d'enrichissement. Ils se disent, bon, là, il y a un problème. Le but n'est pas de le résoudre pour satisfaire forcément la collectivité ou les populations. Il y a très peu cette empathie, cette même compassion. C'est plus comment, à partir de ce problème, je vais me faire de l'argent. Et donc, on retrouve ces mêmes acteurs qui bloquent les dossiers de ceux qui veulent résoudre ce problème parce qu'ils le subissent, parce qu'en gros, ils deviennent leurs concurrents. Et pas étonnant qu'en Afrique, on trouve des gens qui sont à la fois fonctionnaires et entrepreneurs. Voilà un peu... C'est donc assez symptomatique de l'Afrique tout entière aujourd'hui. Mais alors, des perspectives, tout de même, il y a ce qui ne va pas encore, il y a ce qui va déjà. Ne faut-il pas saluer tout cela? Bah si, pourquoi? Il faut bien, parce que de toutes les façons, on est obligé et on est condamné à le faire. Ça, c'est clair. Tout à l'heure, M. Mambou parlait des démarches administratives qu'il faut pour pouvoir avoir un taxi. Ben, c'est comme dans tous les pays. Hein. Il y a un certain nombre de procédures qu'il faut respecter pour pouvoir avoir une licence taxi. Bien, ça c'est un fait. Est-ce que ça prend beaucoup de temps? Est-ce que ça prend moins de temps? Tout dépend. Et beaucoup d'argent peut-être? C'est relatif. Ouais. C'est relatif. C'est vrai que dans le cas du Gabon, on pourrait être amené à penser que c'est cher. Pourquoi c'est cher? Tout simplement parce que, comme l'a dit le président du syndicat national des transports, disait que depuis des décennies, le prix de la course n'a pas évolué. Il est toujours à 100 francs. Or, chaque année, le prix lié à des démarches administratives ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas de compensation. Et d'où les travers on assiste. Vous parlez de saucissonnage. C'est lié à tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation peut évoluer positivement? Ben, il faut que
les gouvernants prennent le taureau par le corps. C'est-à-dire qu'ils prennent des mesures fortes, ce qui n'est pas évident, parce que c'est aussi culturel. Quand vous allez vous discuter avec les taximans, ils sont figés, d'abord parce qu'ils ont des problèmes avec les policiers, qui, pour certains, les embêtent tout le temps. Moi, j'ai eu un problème comme ça. J'avais pris une voiture de location et l'assurance a expiré 2 jours après. Je n'ai pas rappelé la maison d'assurance. Donc, je suis au Carrefour Rio. En plein matin, je vais à un rendez-vous et je me fais arrêter. Les policiers prennent tous les papiers, tout est en règle. Moi, je n'ai pas de problème pour ça. Et ils décèlent que l'assurance avait expiré. En fait, moi, je n'étais même pas au courant. Et puis, je dis, tiens, ben, ce n'est pas ma voiture, c'est une voiture de location. Ah ben non, écoutez, il faut qu'on s'entende. Hein. Je dis non. La loi me dit que si je suis en infraction, vous me faites un PV et je vais payer au trésor. Donc, il n'y a rien pour vous. Et puis, pendant 10 minutes, le type, il me néglige. C'est-à-dire qu'il a pris tous les papiers, il a pris mon permis et il est allé retrouver ses amis. Histoire que je descende de la voiture. Et qu'avez-vous fait donc pour solutionner cela? Ben, j'ai rien fait. J'ai démarré la voiture, je suis parti. J'ai laissé mes papiers, j'ai laissé le numéro de téléphone et le lendemain matin, moi j'ai appelé avant de partir la maison. Voilà. Et le lendemain, ils sont allés chercher le véhicule. Bon, ils ont payé le PV. Ils ont récupéré vos documents. Voilà. Alors, nous allons bientôt finir sur un point tout de même. Les usagers, il y a les usagères, hein, Christian Mambou, on parlait du confort du taxi au compteur. Encore une fois, tout le monde, quand bien même chacun le voudrait, ne peut pas se l'offrir. La population féminine dans cette jungle, disiez-vous, monsieur, comment trouve-t-elle ses marques? Parce que Dieu seul sait que les femmes doivent vaquer à leurs occupations et à chaque fois, il faut payer, quand bien même ça n'est que 100 francs CFA. Il y a un quotidien, il y a les délais d'attente, des marmites qui attendent aussi sur le feu, peut-être, des réalités de vie, quoi. Oui, il y a ça, mais Lady, en fait, on ne s'est pas vraiment intéressé aux femmes en tant que telles, ni aux messieurs. Ça n'est pas on étonnant, les a, monsieur Mambou. D'accord. Non, non, mais je pense que oui, il peut quand même avoir un impact, notamment pour les femmes, mais bon... Mais lequel? Alors, on sait qu'elles n'ont pas les moyens, forcément, elles ne tiennent pas les cordons de la bourse pour vaquer à leur quotidien. Plusieurs taxis, on a entendu qu'il faut changer de taxi, faire des correspondances, donc payer à nouveau. Il y a le temps d'attente, encore une fois, un impact sur la réalité familiale, parce que finalement, les usagers, les usagères, ce sont les familles. Peut-être aussi qu'il faut, vous parliez de mesures fortes, mais des mesures aussi d'accompagnement pour faciliter la vie de ces familles. Mais si vous me permettez, en fait... les hommes comme les femmes sont logés à la même enseigne. Leur porte-monnaie est différent, monsieur. Non, non, quand vous parlez d'impact, par exemple, il y a un monsieur qui dit tout ce que nous gagnons, une bonne partie de ce que nous gagnons va dans le transport. Ce monsieur, en fait, en couple, mais ce monsieur dit qu'il prend en charge le transport de son épouse, le transport de ses enfants, ainsi que le sien. Donc, l'impact, il est vraiment économique, il est financier. Et les étudiants aussi? Pareil pour l'enfant qui dit je suis étudiant, mais je ne suis pas seul, les parents me prennent en charge, ils prennent en charge mes frères et mes sœurs. C'est beaucoup plus ça. Mais en termes de sexe, entre guillemets, je pense que tout le monde... De catégorie précisément, tout ceci pour revenir sur l'idée que selon ce que l'on est à ce moment-là dans la vie, on a des difficultés, il faut gérer. Quand on est étudiant, il faut pouvoir aller en cours, sinon il y a de l'absentéisme. S'il y a des délais que l'on ne maîtrise pas, voilà une jeunesse, comme on dit, l'Afrique de demain, qui déjà est en difficulté. Vous savez, quand vous arrivez à Libreville le matin, vous devez aller au boulot, à l'école ou peu importe, à un rendez-vous. Vous vous mettez à un carrefour le matin, il n'y a pas de distinguo entre les femmes et les hommes. Vous avez un peuple qui attend d'hypothétiques taxis pour aller à leurs occupations. Et ce n'est pas évident. Il faut pousser des coudes, on veut croire que ces messieurs réussissent bien mieux. Un peu comme nous sur ce plateau en ce moment. Mais j'allais dire quelque chose, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'ai dit tantôt, enfin au début, que cette émission pouvait servir de diagnostic. Quand on a un diagnostic, qu'est-ce qu'on peut faire après? Alors, déjà... vous avez dit qu'il fallait encourager quand même ce qui se fait. On a vu le chef de l'État qui dénonçait cette incivilité, cette corruption. Je pense que déjà, c'est une pédagogie de prise de conscience. Ensuite, j'allais dire, pour aller plus loin, sachant que Paris, que nous voyons aujourd'hui, a été transformé par le préfet Haussmann. C'est pourquoi on a les façades haussmanniennes, les boulevards haussmanniens. Donc, il a transformé totalement Paris, qui était confronté à des problèmes analogues pour qu'on l'ait aujourd'hui. Donc il faut faire de grandes réformes. Les bus brésiliens, à la limite, j'allais dire, ils n'ont pas choisi
ils ont bien fait de choisir cet exemple parce que Jaime Lerner, qui a été gouverneur de l'État du Paraná et plusieurs fois maire de Curitiba, est vraiment un des avant-gardistes en matière de transformation urbaine. Et Curitiba, aujourd'hui, est cité comme le modèle mondial en matière de transport. Donc, il y a les bons exemples en termes de voies desservies, comment dire, spécialisées au transport, au bus, à l'entretien routier, pour gérer les flux, les embouteillages et autres. Ils ont beaucoup travaillé sur ces sujets et ça peut servir les pays du tiers-monde et notamment les pays africains. Oui. Il faut toujours ajouter, pour le cas du Gabon, dans le reportage, il y a la directrice des relations publiques de la NGT qui a essayé d'énoncer un certain nombre de mesures qui ont été prises pour pouvoir favoriser le désengorgement de la ville, dont les voies de contournement autour de Libreville. C'est déjà un début de solution, en fait. Après, il faut aller dans la réalisation. Le problème, c'est que, bon, entre les annonces, la réalisation, il y a toujours un temps, parce que ce temps dépend de beaucoup de choses. Il faut des financements, il faut planifier, il faut arrêter le temps de réalisation, mais je pense qu'on est certainement sur la bonne voie. Et le temps lui-même commence à nous manquer pour terminer cette émission. Je voudrais véritablement, messieurs, vous remercier d'avoir accepté de participer à cette discussion. Peut-être faut-il espérer que ceux qui prennent les décisions soient contraints de prendre parfois ce taxi où on est à plusieurs, où on est obligé d'attendre pour vraiment ressentir comment les choses ne vont pas et peut-être être plus prompt à apporter des améliorations. Oui, pourquoi pas. Ce serait une bonne idée. Merci à vous, Christian Mambou. Merci, messieurs. Et merci à vous, amis téléspectateurs. Restez fidèles à nos programmes sur Télé Sud.